Voilà, donc on va prendre la suite de la dernière fois. Et donc la dernière fois, je vous ai parlé du courant électrique. Il faut que vous reteniez du courant électrique qu'il s'agit d'un débit. Que l'unité c'est l'ampère, mais que ce qui se cache derrière c'est le coulomb par seconde. Que ce courant électrique vérifie une règle générale qui est tout ce qui rentre égale à tout ce qui sort, qui se traduit par deux choses. Le courant le long d'un fil, c'est le même partout. Et dans un nœud, la somme des courants qui rentrent est égale à la somme des courants qui sortent. Et il faut, cette histoire que le courant, c'est le débit des charges électriques, il faut savoir le traduire en formule. D'accord ? Très bien, on a vu le courant, maintenant on va passer à la tension. La tension, généralement, on la note U, ou des fois on utilisera V. Et l'unité de la tension, vous la connaissez, c'est le volt. Très bien, et donc la tension électrique, je l'ai déjà dit la dernière fois, mathématiquement, je ne vais pas pouvoir vous dire ce que c'est précisément. Ça s'appelle à des opérateurs un peu sophistiqués, notamment un qui s'appelle le gradient, que certains qui ont peut-être fait une classe prépa avant ont déjà côtoyé, sans forcément très bien comprendre d'ailleurs. Ok. C'est ton cas? Tu as entendu parler un petit peu? Ouais, mais c'est pas trop dessus parce que. Elle n'arrivait pas trop à nous expliquer comment. Je vous en parlerai un petit peu au deuxième semestre. On va pas tout faire là. Alors pour la tension électrique, vous allez retenir déjà une chose fondamentale. La tension, c'est une différence de potentiel. Quand on parle de potentiel, sous-entendu potentiel électrique. Parce qu'en physique, il y a plusieurs potentiels possibles. Donc là, ce sera le potentiel électrique. Et après, pour cerner ou saisir ce que c'est cette tension, il faut avoir au moins une idée intuitive de ce que c'est que le potentiel. Et là, on va procéder par analogie. C'est-à-dire, je vais comparer, faire une analogie entre les écoulements d'électricité dans des fils électriques et les écoulements d'eau dans des tuyaux d'eau, comme j'avais déjà fait un peu la dernière fois. Et l'équivalent du potentiel électrique en écoulement d'eau, c'est ce qu'on appelle, bon, vous connaissez, vous avez entendu parler, ce qu'on appelle la pression. Donc déjà, quand je vous ai donné ces deux choses-là, la tension, c'est une différence de potentiel, et le potentiel est analogue à la pression. Si je vous demande l'équivalent hydraulique de la tension, vous me répondez quoi? La pression, c'est pas ça? Tu as dit quoi, toi? Je dis la pression. Non. Quoi? Non, j'ai la pression aussi. Il y en a. La différence de pression entre l'entrée et la sortie. Alors, la différence de pression entre deux endroits. Pas forcément l'entrée et une sortie. Donc, vous comprenez, je vous dis, tension égale différence de potentiel, potentiel égale pression. Vous mettez bout à bout, ça vous fait tension égale différence de pression. D'accord? C'est un écart de pression. On va étudier ça un peu mieux. La pression. Pour que vous compreniez, la pression, c'est quoi les unités classiques de la pression? Alors il y a le Pascal, je crois que ça s'écrit PA comme ça. Et puis il y a le bar. Il y en a d'autres, mais bon. Le bar, c'est pas pour les liquides, monsieur? Voilà. Voilà. Quand tu gonfles ton pneu de vélo, généralement la pompe t'indique la pression en bas. Il y a PSU. Ouais, c'est ça aussi. C'est vrai. Et je ne sais pas ce que c'est exactement. Ah, c'est une unité de pression, mais là on voit ça sur le pneu de vélo. Je crois que c'est l'équivalent des barres. Voilà. Mais en fait, derrière ces unités, il se cache d'autres unités plus parlantes. C'est comme l'ampère et le coulomb par seconde, hein, c'est la même chose, sauf que l'ampère, on ne comprend pas ce qu'il y a dessous. Qu'est-ce qui se cache derrière le Pascal? Des newtons par mètre carré. Oui. C'est des newtons par mètre carré. C'est-à-dire une force par unité de surface. Tous les gaz, par exemple, les gaz en pression, notamment l'air qui est ici, possèdent une pression qu'on appelle la pression atmosphérique. Ce que vous connaissez, sa valeur en Pascal à peu près. Oui. 1013 hectopascal. Ouais, 1013, donc on va arrondir à 1000. Et comme c'est hecto, il faut rajouter 2 zéros, ça fait 100 000 Pascal. Okay. Donc la pression atmosphérique, c'est 100 000 newtons par mètre carré. Ça veut dire que vous prenez 1 mètre carré du tableau,
eh bien l'air qui est dans la pièce, là, il pousse dessus avec une force qui vaut 100 000 newtons. Ça fait combien en kilos, ça, 100 000 newtons? Approximativement 10 000. Ça fait 10 000 newtons. Ça fait 10 tonnes. Alors, je ne sais pas si vous en avez conscience, là, sur chaque mètre carré, l'air il pousse avec une force de 10 tonnes. Alors, si je prenais une grue, là, ou quelque chose, et que j'appuie sur le tableau avec 10 tonnes, là, ça explose la cloison. Pourquoi elle n'explose pas la cloison? Parce qu'elle est faite avec 10 tonnes. Enfin, elle est conçue et il y a déjà 10 tonnes dessus. Non, Parce qu'il y a de l'air derrière. parce qu'il y a de l'air derrière qui pousse avec 10 tonnes, mais dans la direction opposée. Et puis il y a même l'air à l'intérieur de la cloison. D'accord? C'est tout. Voilà. Mais les forces de pression atmosphérique, c'est colossal déjà. On ne s'en rend pas bien compte, mais c'est assez colossal. Okay. Très bien, ça nous donne des ordres de grandeur. En tout cas, les gars, vous voyez que derrière la notion de pression, d'accord, eh bien, vous avez la notion de force. C'est ça qui va être important. Alors le bar qui est ici, le bar, c'est une unité, on va mettre à peu près égale à 1 kg de force, c'est-à-dire 10 newtons à peu près, par, alors pas mètre carré, mais centimètre carré. Donc maintenant, on va prendre un exemple assez concret. Je gonfle le pneu de mon vélo avec la pompe à vélo, et je gonfle jusqu'à 3 bars. Pompe affiche 3 bars. Qu'est-ce qu'il y a comme pression dans le pneu? Eh bien non, justement. Hein? Centimètre carré. Non. Alors, c'est un peu trompeur, oui. La pression initiale plus les proportions. Oui, c'est-à-dire, donc il y a combien? Ça dépend de la pression initiale. Alors en fait, c'est pas initial. En fait, quand on dit qu'on a gonflé un pneu à 3 bars, très concrètement, ça veut dire qu'on a mis 3 bars de plus dans le pneu que ce qu'il y a dans l'atmosphère, autour du pneu. Et comme la pression atmosphérique est à 1 bar, à peu près, et bien quand on gonfle un pneu à 3 bars sur la pompe, ça veut dire qu'en fait, il y a 4 bars dedans. Okay. Voilà. Mais ce qui est important pour le pneu, c'est la différence de pression qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ça qui va faire la dureté du gonflage. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur chaque centimètre carré de pneu, c'est pas grand chose un centimètre carré, c'est comme ça, mais c'est tout petit. Chaque centimètre carré, l'air qui est à l'intérieur pousse à l'extérieur avec une force de 4 kg. Et l'air qui est à l'extérieur pousse dans le sens opposé avec une force de 1 kg. Ce qui fait qu'en résultante des forces, sur ce centimètre carré, vous avez une force de 3 kg par centimètre carré. Les fameux 3 bars. Et c'est ça qui va vous faire la tension du pneu. C'est que ça pousse plus fort à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en fait, quand on... Je te parle après. Ça veut dire que, en fait, quand on parle de 3 bars dans un pneu, on est déjà en train de parler non pas d'une pression en absolu, mais d'une différence de pression. Et cette différence de pression, c'est ça qui correspond à la tension électrique. Et c'est ce qui va faire la tension du pneu aussi. Oui. Du coup, ça rappelait qu'au fait, si on branche une pompe dessus, en réalité, il n'y a pas 0 bar dedans, il y a 1 bar. Ouais, il y a 1 bar dans le pneu, même s'il est crevé. Ouais. Ouais. Mais 1 bar, ça, les forces de poussée intérieure-extérieure se compensent, et donc il n'y a pas de poussée. Alors, j'ai pas écrit, mais ça, c'est égal à une différence de potentiel. Hein. Alors, moi, je le note. Ça peut dire différence de potentiel électrique. Voilà. Donc ça, vous l'avez dans votre colis, hein, de toute façon. Électrique. On va mettre électrique. Bon, une fois dans le cours, on va l'écrire quand même. Voilà. Et le potentiel électrique, alors, le potentiel électrique, lui, il est en volts aussi. Voilà. Et les potentiels électriques, je vais les noter comme ça, en général. Ouais, des grands V comme ça, avec des barres. Très bien, une fois qu'on a dit ça, on a dit pas mal de choses. Et on va déduire un truc tout bête, déduit de ce qu'on connaît sur les pressions. Donc par exemple, si tu as pris l'exemple du pneu crevé, c'est-à-dire que si je fais un trou dans un pneu avec une aiguille et que j'enlève l'aiguille, j'autorise un passage de l'intérieur vers l'extérieur, ou de l'extérieur vers l'intérieur, mais en fait, spontanément, l'air va s'échapper du pneu, c'est-à-dire va aller du point de pression le plus haut pour aller vers le point de pression le plus bas. En fait, les particules d'air subissent des forces
qui les entraîne toujours des points de pression le plus haut vers le point de pression le plus bas. Et bien avec l'électricité, ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que les charges électriques subissent des forces qui les entraînent du point, une force électrique, qui les entraîne du point de potentiel le plus haut vers le point de potentiel le plus bas. Donc ça se traduit par la petite phrase que vous avez dans votre poly. Donc en haut de la page 3, c'est écrit le courant électrique s'écoule spontanément du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Spontanément, ça veut dire s'il est soumis à cette seule force électrique qui résultera d'une différence de potentiel. Okay. C'est ce qui va se passer, on verra les cas, la plupart du temps, et il y a des cas contraires, mais ça sera très particulier. Si je vais en parler tout de suite. C'est quoi le cas contraire? Et bien on fait l'analogie. Quand est-ce que je vais avoir de l'air qui rentre dans le pneu du vélo, alors que le pneu est déjà gonflé? Qu'est-ce qui permet de rentrer de l'air dans un pneu déjà gonflé? Une pompe. Voilà. Spontanément, ça ne se fait pas. Mais si j'ai une pompe, là, je pompe, moi j'appuie sur la pompe, et là je vais pousser l'air quand même dans le pneu. Et quel est l'équivalent électrique d'une pompe? Ça sera un générateur électrique. D'accord? Donc les charges, elles vont spontanément toujours aller du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Voilà. Mais dans les générateurs électriques, ça pourrait être l'inverse. Okay? Pas forcément, mais ça peut. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est un bon point. Une fois qu'on a ça, on va définir plus précisément les tensions. Donc là, je vais vous représenter un bout de fil. Ici, un composant électrique, peu importe ce que c'est. Ça pourrait être une résistance dont on parlera tout à l'heure, par exemple. Mettons que ce soit une résistance. Et je vais vous parler de la tension borne de ce composant. Et là, je vous dis que c'était une différence de potentiel. La question, c'est que si par exemple ce point-là électrique, on l'appelle le point A, et celui-là on l'appelle le point B, eh bien quand je vais parler de la tension borne de la résistance, est-ce que ce sera le potentiel en A moins le potentiel en B, ou le potentiel en B moins le potentiel en A? Voilà. Et à un moment, on a besoin de clarifier ça pour savoir de quelle différence de potentiel on parle. Il y en a deux possibles. Donc là, l'usage, qui est mondial, c'est de représenter une tension comme ça par une flèche. Par exemple, si je mets une flèche qui va de B vers A, la tension correspondante, qu'on pourra souvent noter U à B, eh bien, quand c'est fléché comme ça, c'est toujours le potentiel en A moins le potentiel en B. Si j'avais voulu parler du potentiel en B moins le potentiel en A, il aurait fallu que je flèche dans l'autre sens. C'est aussi bien que du coup le courant est dans le sens inverse. Alors, pour l'instant, je ne vais pas parler du courant. Je parle juste de la différence de potentiel, mais je vais parler du courant. Donc, effectivement, si on a affaire à une résistance, qui est un composant dans lequel le courant va aller spontanément du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas, eh bien, le courant va circuler effectivement. Alors, pardon, je n'ai pas fini. Si cette tension est positive, mais elle pourrait très bien être négative. Si elle est positive, ça veut dire que le potentiel en A est plus grand que le potentiel en B. Donc là, j'ai le plus, là j'ai le moins. Comme les bornes d'une pile, il y a un plus et un moins. Exactement. Mais cette tension pourrait être négative. Et si elle est négative, ça voudrait simplement dire que le potentiel en B est plus haut que le potentiel en A. Maintenant, supposons que effectivement cette tension est positive. Voilà, et bien spontanément, les charges électriques, elles vont aller de A vers B. C'est-à-dire que si je flèche comme ça, eh bien, je vais avoir un courant qui sera positif. C'est ça qui va se passer dans une résistance. C'est quoi qui peut charger la tension? Alors ça, c'est le générateur qu'on va par exemple brancher au bord de la résistance. Le générateur qui va être une pile. Tu vois, tu as des piles 9 volts, tu as des piles 12 volts. Si tu branches le plus sur le moins, ça change la tension. Si jamais on inverse les pôles, ça va changer la tension. Oui, tout à fait. Je veux dire, c'est la résistance qui est la tension. Non. Non. Dans la résistance, c'est comme un bête tuyau d'eau, tu vois. Et en fait, simplement, l'eau peut circuler de l'entrée vers la sortie, par exemple. C'est tout. Mais le sens de circulation va dépendre de ce qui est autour, de ce qui touche l'eau, et souvent, ça sera une pompe, là, d'un circuit hydraulique. La résistance, c'est juste un chemin, ça veut dire. Oui, c'est un chemin possible pour les charges électriques. Ouais, c'est ça. J'ai un paragraphe sur la résistance. D'accord? Pour le moment, tension égale différence de potentiel. On va quand même faire un petit. Alors j'ai un petit truc à rajouter avant de faire le Moyen Âge.
ici j'ai un fil, et ici j'ai un potentiel, enfin un point A'. Voilà. Et ben moi je vais me dire, tiens, mais que vaut la tension entre A et A'? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse à cette question? Elle est nulle. Oui, ça vaut 0. Alors pourquoi elle est nulle la tension entre deux points distincts d'un fil? Oui, pourquoi il n'y a pas de différence? Ouais. Parce qu'on la mesure sur le bord d'un dipôle. Non. C'est ça. Parce que le fil est un bon conducteur. Oui, Donc, parce que le fil est on va dire que c'est un conducteur parfait, parce que sinon elle ne sera pas vraiment nulle la tension. Donc je n'aurai pas de perte idéalement. Pas aucun changement. Oui. Alors c'est pas des pertes non plus. En fait, c'est la même raison pour laquelle quand vous gonflez le pneu, d'accord, le pneu il durcit sur tout le tour du pneu. Pas seulement à l'endroit de la valve où vous rentrez l'air. Ça durcit partout et vous vérifiez, c'est dur partout sur tout le tour du pneu. Pourquoi? Parce que la pression à l'intérieur du pneu, elle est la même partout. Et pourquoi cette pression est la même partout à l'intérieur du pneu? Elle se répartit. Oui, mais pourquoi elle se répartit? Eh bien, si jamais il y avait un écart de pression, ça engendrerait une force à l'intérieur du pneu qui déplace les charges, l'endroit où il y a plus de pression vers l'endroit où il y a, pas les charges, l'air, où il y a moins de pression. Et les pressions vont naturellement s'équilibrer. D'accord? C'est parce qu'il y a une libre circulation de l'air dans le pneu que la pression s'équilibre tout le long du pneu. C'est pour la même raison que je peux indiquer que là, dans la pièce, eh bien, il y a la même pression dans ce coin et dans ce coin que partout ailleurs. Parce que s'il y avait un écart de pression entre ces deux points, bah, il y aurait un courant d'air entre les deux. D'accord? Ouais. Dans les fils électriques, c'est un peu comme ça. Les charges circulent librement et donc les pressions, les potentiels s'équilibrent. Donc le potentiel en A' est égal au potentiel en A et la différence de potentiel vaut 0. Donc le long d'un fil, le potentiel est constant. Finalement, le long d'un fil, le courant est le même partout, et le potentiel est le même partout. Et c'est une voie commune au potentiel et au courant électrique. Une fois que vous maîtrisez ça, je vais vous parler de la loi d'Émail. La loi d'Émail, pour pouvoir l'écrire, il faut avoir une maille. C'est quoi une maille? Je vais en faire une toute simple pour commencer, puis je pense qu'on ne peut pas grand-chose d'autre, je crois. Voilà. Une maille, là, c'est une boucle dans un circuit. Alors cette boucle là j'ai matérialisé par des dipôles, hein, mais il peut même ne pas y avoir de dipôle, là ça ne change rien, c'est ce que je dis. Et c'est une boucle qui est intégrée dans un circuit plus vaste. Par exemple ici il peut y avoir des connexions, ici ça peut être connecté à d'autres choses, etc. Là, il y a plein de choses. Allez, dans ce circuit, en vertu de ce que je viens de dire ici, combien il y a de points de potentiel? Oui. Tout le long de ce fil, c'est le même point de potentiel. Et ce point de potentiel, je lui donne un nom, c'est le potentiel A1. Et le A', ça n'a pas d'intérêt, je fais celui-là. Celui-là, ça sera le B, et en bas, ça sera le C. À partir de ces trois points de potentiel, je peux définir combien de tensions. Alors, on peut dire 3 ou 6. Donc là, je mets une tension dans ce sens-là, mais je pourrais la flécher dans le sens. Enfin, une deuxième, et c'est à peu près les mêmes, elles seront opposées. Donc on ne va pas s'amuser à flécher dans les deux sens. Donc celle-là, on va l'appeler la tension 1, maintenant. Celle-ci, la tension 2. Et celle-ci, la tension 3. Eh bien, ce sont les trois tensions de la maille. Eh bien, ces trois tensions vont vérifier la loi des mailles. Et la loi des mailles, elle dit quoi pour ces trois tensions? Alors, je vous l'écris, cette loi des mailles. La loi des mailles dit que U1 sera égal à U2 plus U3. Alors comment j'ai fait pour écrire ça? Eh bien la méthode est la suivante, c'est pourquoi déjà, voici là, il y a des plus, vous voyez il y a une tension qui est d'un côté de l'égalité, les deux autres de l'autre côté. Voilà, alors voilà, ce qui justifie ça, c'est que U2 et U3, en fait, si on suit les flèches, on tourne dans ce sens-là. Alors que U1 tourne dans le sens. C'est pour ça que j'ai mis U1 de ce côté et U2 et U3 de l'autre côté. Et la version généralisée de la loi des mailles, vous l'avez dans votre poly, c'est une petite phrase qu'il va falloir surligner et apprendre. Vous l'avez en bas de la page 3.
j'écris la somme des tensions orientées dans le sens des aiguilles d'une montre est égale à la somme des tensions orientées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors moi je résume ça. La somme des tensions dont les flèches tournent dans un sens égale à la somme des tensions dont les flèches tournent dans l'autre sens. Ça c'est la loi des mailles. Et c'est vrai même s'il y a 4-5 tensions dans la maille. Hein, ça peut généraliser. Voilà. Et cette loi des mailles, elle sort d'où? J'ai pas compris, les flèches, pourquoi on les représente comme ça? Les flèches? C'est ce que j'ai expliqué là. Quand un flèche est comme ça, d'accord, le U qui est là, c'est potentiel en A, moins potentiel en B. Et U1, bah, c'est ça, c'est le potentiel en A, moins le potentiel en C. D'où vient cette loi des mailles? Voilà. Peut-on la démontrer? Alors, on pourrait penser que pour démontrer la loi des mailles, on a besoin de savoir précisément ce que c'est que la tension électrique. Eh bien non. Il suffit de savoir que la tension est une différence de potentiel. Donc on va faire la démonstration de la loi des mailles. On fait le cas sur cette maille simple, mais ça généralise. Donc je m'amuse à calculer U2 plus U3. Comme ça. Et ensuite j'écris ce que c'est que U2. Ben, U2 c'est le potentiel en A, moins le potentiel en B. Donc j'écris que c'est VA en moins VB. Plus U3. La U3 c'est VB moins VC, potentiel en B moins potentiel en C. Voilà, et qu'est-ce que je vois dans mon écriture? Ben, j'ai moins VB qui se simplifie avec plus VB. Et qu'est-ce qui va me rester donc? Potentiel en A moins potentiel en C. Et bien potentiel en A moins potentiel en C, c'est U1. Voilà, donc pour démontrer la loi des mailles, il suffit de savoir que la tension est une différence de potentiel. Et ça, c'est complètement suffisant. Pour totalement illustrer ça, on va prendre un exemple. On prend un exemple de cette tension-là qui est 10 volts. Et mettons que celle-ci, elle vaille 3 volts. Du coup, avec la loi des mailles, que vaut U3? 3, ça fait 7 volts. Vous êtes d'accord? 7 plus 3 égale bien 10. Voilà, une application de la loi des mailles. En fait, dès qu'on connaît toutes les tensions sauf une dans une maille, on connaît la dernière tension. Voilà. Oui. Oui, on verra ça plus tard. Pour le moment, on raisonne loi des mailles, c'est indépendant. Peu importe les valeurs des résistances. D'ailleurs, je dis que c'est des dipôles, on ne sait même pas si c'est des résistances ou c'est autre chose. Ce que je vais vous montrer, c'est que quand on fait de l'électricité, et surtout quand on va faire une partie d'électricité qui est l'électronique, souvent on ne va pas raisonner avec la loi des mailles, mais on va raisonner avec les potentiels. Voilà. Et quand on va raisonner avec les potentiels, on va pouvoir obtenir les mêmes résultats qu'avec la loi des mailles. Et c'est deux manières de raisonner différentes qui conduisent au même résultat. Voilà, donc quand on est en électronique, souvent il y a un fil d'alimentation, qui est souvent le moins de l'alimentation qu'on considère comme étant le 0 volt. Alors, quand on considère que c'est le 0 volt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les 3 points de potentiel qui sont ici, eh bien on va choisir un, et de manière arbitraire, on va dire que c'est le 0 volt, c'est-à-dire la référence des potentiels. Alors ça, c'est une petite... Je suis en train de mettre le doigt sur une différence majeure entre la pression et le potentiel. C'est que la pression, c'est quelque chose d'absolu. Hein? Quand on dit qu'il y a une pression de 1 bar, on a dit que ça faisait 1 kg par centimètre carré, c'est quelque chose de concret. Les potentiels électriques, ça marche comme la pression, mais c'est une construction de la pensée. Et en fait, ce qui compte au final, c'est que les différences de potentiel. Et donc, le 0 volt des potentiels, la référence des potentiels, on peut la mettre où on veut. D'accord? Dans un circuit. Voilà. Et on verra aussi une petite différence, c'est que les pressions, c'est toujours positif, alors que les potentiels peuvent être positifs ou négatifs. Alors par exemple, supposons que ici, je décide que le point C, c'est le 0 volt électrique. Donc ça, je dis voilà, potentiel de point C, 0 volt. Comme dans mon exercice, je sais que U1 vaut 10 volts, je sais que la différence de potentiel entre A et C doit valoir 10. Si la différence vaut 10 alors que celui-là vaut 0, ça veut dire que le potentiel ici, ça vaut 10 volts. Voilà. Ensuite, si je dis que j'ai 3 volts ici, ça veut dire qu'il y a une différence de potentiel de 3 volts entre là et là.
avec le plus de ce côté. Donc ça veut dire qu'ici le potentiel est 3 volts inférieur à 10. C'est-à-dire ici on a un potentiel de 7 volts. Et ensuite, si je connecte la U3, je fais la différence de potentiel entre V et C, c'est-à-dire 7 volts moins 0, ça fait bien une tension de 7 volts. Vous voyez, on retrouve ce résultat sans avoir écrit la loi des règles. On va faire une dernière version de tout ça. Je vais la mettre en jaune. Mettons que je décide que le potentiel 0, c'est là. Donc je fais un autre choix que celui-là. Je dis le potentiel 0, c'est ici. Si j'ai 10 volts au vent de ce composant, c'est-à-dire que le potentiel là, ça sera combien maintenant? 10. Ça ne sera pas 10, ça sera moins 10 volts ici. Parce qu'il faut le plus ici et le moins ici. Ici, le potentiel, eh bien, il doit être 3 volts en dessous du 0 volts, donc il est à moins 30. Et donc la différence de potentiel entre B et C, eh bien c'est moins 3, moins 10. Moins 3, moins 10. Moins par moins, ça fait plus, on est d'accord? Et bien, on retrouve 7 volts. Vous voyez? Que vous mettiez votre référence des potentiels en A, en C, même en B, d'accord? Vous obtiendrez des potentiels différents, mais à la fin, U3 vaudra toujours 7 volts. Ok? C'est des chemins différents qui aboutissent au même résultat. Donc, ne soyez pas, surpris si des fois, pendant les TP notamment, et même en électronique, on résonne en potentiel directement. C'est très fréquent de raisonner directement en potentiel en électronique. Ok? Thomas, s'il vous plaît. Des questions là-dessus? C'est bon? Alors, les ordres de grandeur des tensions électriques. Et on va faire pareil avec le courant. On va parler d'un seuil de dangerosité. À partir de quelle tension, combien de volts, une tension devient potentiellement dangereuse? 20, c'est pas très dangereux. 100, ça commence à être un peu dangereux. Non, alors le seuil de dangerosité, le seuil de dangerosité usuel, c'est 50 volts. En dessous de 50, on considère qu'on ne risque rien. Après, des fois, ça peut descendre à 24 volts. Mais ça, c'est dans les milieux ultra humides, du genre dans les piscines ou les baignoires. Alors pourquoi ça change en fonction de la situation? Eh bien, parce que la dangerosité, elle n'est pas vraiment directement liée à la tension que vous avez, je sais pas, entre votre main droite et votre main gauche. En fait, on l'a dit la dernière fois, c'est lié au courant qui vous traverse. Et le courant qui vous traverse, il va dépendre de la tension. D'accord? Et il va dépendre aussi de comment vous êtes conducteur. Si vous êtes bon conducteur ou un bon conducteur électrique. Et en fait, selon qu'on est tout mouillé ou qu'on est tout sec, eh bien, on conduit plus ou moins le courant. Et quand on est mouillé, on est plutôt meilleur conducteur, donc on va s'électrocuter avec des tensions plus petites. Potentiellement. Mais quand on est, si on ne sort pas de la piscine ou de la baignoire, en général c'est 50 volts. Bon, 50 volts, est-ce que c'est très dangereux? Pas tant que ça. Vous savez dans les prises combien il y a? 230. Est-ce que c'est très dangereux? Qui s'est déjà électrocuté au 230 volts? Bon, vous êtes toujours là pour en parler, donc c'est pas si dangereux que ça. Bon, moi je me suis électrocuté, je sais pas, des dizaines de fois. Alors en fait, le 230 volts, c'est pas dangereux si vous faites une électrocution furtive. C'est-à-dire, vous couchez et puis tout de suite, vous retirez, c'est ce qu'on fait spontanément la plupart du temps. Sauf, c'est quand même très désagréable. On sent que ça secoue. Sauf, eh bien, si vous avez la mauvaise manie de dire, bah non, je vais quand même continuer à toucher alors que c'est électrocute. Alors, soit vous êtes masochiste, soit il se passe un phénomène, c'est qu'en fait, votre cerveau, il demande de lâcher, par exemple, une poignée, d'attraper une poignée. Mais en fait, vos muscles n'obéissent plus aux ordres de votre cerveau. Pourquoi ils n'obéissent plus? Parce qu'ils se contractent. Ouais. Et pourquoi ils se contractent? Parce que c'est l'électricité qui vous traverse qui a pris la commande de vos muscles. Parce que les muscles sont commandés électriquement par le cerveau qui envoie des impulsions électriques sur les nerfs pour les contracter. Et quand vous électrocutez avec les prises notamment, c'est on dit du courant ou de la tension alternative. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et elle fait ça 50 fois par seconde.
Et il se trouve que cette fréquence-là, c'est quasiment le maximum de sensibilité de réponse des muscles aux impulsions. C'est-à-dire que le 50 Hz, c'est la pire des fréquences, ou la meilleure, comme on voit, pour prendre le contrôle de vos muscles. Oui. Et donc, si vous attrapez un objet, eh bien, vous pouvez vous électrocuter pendant une période de temps assez longue, et là, ça devient très dangereux. Donc, voilà, c'est très important de ne pas employer quelque chose sous tension. Et donc, une conséquence de ce que je viens de vous dire, c'est que si vous aviez la même chose en courant continu, par exemple, 230 volts continu, et en fait, c'est beaucoup moins dangereux que du 230 volts alternatif, parce que d'une part, ça ne prend pas le contrôle de vos muscles. Voilà. Et en plus, qu'est-ce qui vous fait mourir quand vous devez électrocuter? Donc le plus sensible, c'est le cœur. Et le cœur, c'est quoi? C'est un muscle. Donc en fait, le courant électrique prend le contrôle de votre cœur. Et le cœur, normalement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, périodiquement, à peu près toutes les secondes, hop, toutes les cellules du cœur se contractent en même temps pour pomper. Et quand vous avez une électrocution qui dure un petit peu, eh bien, c'est la synchronisation qui fait que toutes les cellules se contractent en même temps, elle se défait, les contractions deviennent désordonnées, on dit que votre cœur est en fibrillation. Et il y a un bout du cœur qui se contracte et pas l'autre, etc. Et c'est le bazar, ça ne pompe plus, et là vous mourrez. Donc ça, c'est plus sensible. L'autre manière de mourir électrocuté, eh bien, quand on va vers des tensions assez importantes, et puis voilà, le courant électrique qui vous traverse, même s'il ne traverse pas votre cœur, même s'il rentre là et qu'il sort là, eh bien, il peut faire des brûlures internes dans le bras. Les brûlures internes, alors ça, c'est un peu piégeux parce qu'on ne le voit pas. Donc il y a des gens qui s'électrocutent comme ça, puis qui disent « Oh mais non, c'est bon, il n'y a pas de souci ». Et puis 6 mois plus tard, leur bras devient tout noir. Et généralement, font amputer. Et en plus, ça a un mauvais goût de se propager aux autres membres, etc. Il y en a qui meurent 1 an plus tard. Donc si jamais vous vous électrocutez un peu sérieusement, je dirais, même si ça, vous pensez que vous n'avez rien, il faut quand même faire une déclaration. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faut le plus paramétrer. Et le défibrillateur, c'est comment? Alors le défibrillateur, tu as tes cellules de cœur qui sont toutes désynchronisées, et le truc il envoie une impulsion électrique super courte pour essayer de toutes les déclencher en même temps et qu'elles se resynchronisent. C'est combien de je pense que ça peut être des tensions hautes, ça peut monter à 1000 volts. En fait, ça se quantifie en millijoules des charges, c'est-à-dire en énergie, ce qu'on va voir tout à l'heure. Ok. Mais voilà, en fait, c'est des charges très brèves et qui est un peu violent. Mais ça peut être. Vous voyez ce que c'est, les clôtures électriques, je sais pas, ou l'électricité statique. Des fois, vous prenez une étincelle d'électricité statique, il peut y avoir 20 000 volts. Donc, on peut se dire, oh là, ça va me tuer. En fait, ça ne dure pas. Donc, c'est pas dangereux. Et du coup, par exemple, entre un habit et quelqu'un, comment ça va déclencher l'électricité statique exactement? Ah bah c'est qu'il y a une grosse différence de potentiel entre ton doigt et la poignée de la voiture, par exemple. Parce que c'est pas obligé que les deux objets se touchent. Non, ça se fait à distance, ça fait un arc électrique. Quand il y a des très fortes tensions, il faut se méfier. Ah oui, ça c'est important. Quand vous commencez à dépasser bien les 1000 volts, il n'y a pas besoin de toucher pour s'électrocuter, ça peut se déclencher à distance. Et par exemple, il y a des lignes moyenne tension, on appelle ça la moyenne tension, mais c'est quand même du 25 000 volts. Voilà. Et voilà, vous avez ça au-dessus des trains aussi pour alimenter les trains. Pas partout, mais ça peut arriver. Eh bien, il y a des gens qui sont approchés des caténaires des trains, là, et alors 25 000 volts, là, les gens ils sont grillés instantanément. Là, il n'y a pas de survivance sur 25 000 volts. Et un éclair, la dernière fois, vous n'aviez pas dit que c'était quelque chose qui approchait les 25 000 volts? Ah non, les éclairs, je pense que c'est en millions de volts. Mais parce que même en milliards. on a déjà vu des gens des gens qui avaient été frappés par la foudre et qui se relèvent. C'est tellement rapide. Ouais, mais ça ne dure pas. On est dans le cas où ça ne dure pas. En fait, tout ce qui va être. Quand on est dans les décharges très brèves, ce qui compte, c'est l'énergie qui est contenue dans la décharge. Mais du coup, en fait. Par contre, un éclair, ça peut tuer. Aussi, ouais, mais un éclair, c'est un phénomène d'électricité statique, mais amplifié à des millions de volts. Et entre les nuages et la Terre, du coup. Ouais, c'est des charges qui s'accumulent entre les nuages et le sol. Et qui s'accumulent, il y a beaucoup de charges, on va dire moins, je ne sais pas si c'est des plus ou moins dans les nuages. Le sol est chargé positivement. Ça crée une tension énorme. Et puis, à un moment, il est tellement élevé, hop, l'air qui est dans l'élément isolant, il craque.
Mais, voilà. Mais par contre, je pense, pour amorcer un éclair, je pense qu'il faut des millions de volts. Peut-être même des milliards. Ouais, donc celui qui soulève d'un éclair, il a vraiment de la force. Non, parce que quand tu prends de l'électricité statique, c'est du 20 000 volts, à coup sûr, hein, pour déclencher une étincelle sur 1 centimètre. Hein. Mais personne meurt d'électricité statique quand la décharge est petite. Tu veux. Par contre, si tu touches un fil d'alimentation de 25 000 volts, là, et qui lui va t'envoyer de l'électricité de manière permanente, ben, au bout d'une seconde, t'es grillé. Mais du coup, si on le touche pas longtemps, enfin, on dit. Non, mais 25 000 volts, tu pourras pas le toucher. C'est l'arc électrique. Non, mais un arc électrique, il a le mauvais goût qu'une fois qu'il s'est amorcé, il se auto-maintient. Il faut que ce soit le générateur qui fournissait ce 20 000 volts qui s'écoute. C'est pas l'arc qui va s'arrêter. Si je coupe au bout d'une demi-seconde, c'est bon. Ah non, 20 000 volts en demi-seconde, c'est déjà trop bien. Une décharge d'électricité statique, ça doit se compter en microsecondes ou en nanosecondes. D'accord. Par contre, du 230 volts, une seconde, en général, c'est pas ça. Ouais, mais vous amusez pas quand même avec les prises. Voilà, les plus grosses tensions, bah, on a parlé de millions de volts dans les éclairs, mais dans le transport d'électricité, pour les longues distances qui font plus de 1000 km, on transporte l'électricité en 400 000 volts, voire des fois en 700 000. Voilà. Si on ne montait pas à des tensions élevées, on ne pourrait pas transporter l'électricité sur des longues distances. Avec du 25 000 volts, on fait l'ordre de la centaine de kilomètres. Avec les 400 000 volts, on fait l'ordre du millier de kilomètres. Voilà, que 230 volts, on fait le quartier. Quoi. Et avec du 12 volts, on fait quelques mètres. Le transport de l'électricité. Voilà, les plus petites tensions. Quand vous parlez dans un micro, la tension qui sort du micro, c'est en millivolts. Et si vous mettez ces millivolts au bord d'un haut-parleur, vous n'entendez rien dans le haut-parleur. Pour que ça marche, il faut mettre un amplificateur qui va transformer votre signal en millivolts, un signal de quelques volts, voire quelques dizaines, centaines de volts, selon la puissance de l'antenne. Qu'est-ce que... Voilà, quand on a une antenne de réception radio, on arrive à exploiter des signaux qui sont en microvolts, voire en dessous du microvolt, à les amplifier, et à en sortir des informations, soit une image télé, soit un son, soit une communication 4G par exemple, avec des données informatiques. Voilà donc les ordres de grandeur des tensions statiques. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Alors on va parler des résistances maintenant, puisqu'on en a déjà un petit peu parlé. Je pourrais reprendre ce schéma-là pour les résistances, mais je vais quand même en faire un nouveau. Pourquoi j'en fais un nouveau? C'est bien parce que dans les documentations américaines, les résistances, ça se représente comme ça. Et 9 fois sur 10 ou 99 fois sur 100, c'est ça que vous verrez dans les docs. Okay. Alors au lycée, ça on n'avait pas dû vous en parler. D'accord. Vous avez dit une résistance, c'est un carré. Le carré, c'est la norme européenne qui est arrivée sur le tard après tout le monde et qui est appliquée à peu près que dans les lycées. Quand vous avez une résistance, on va la flécher. On dit, ça c'est sa tension, U. Pour raisonner, on va supposer que cette tension est positive. Ensuite, on sait que le courant, spontanément, si la tension est comme ça, le plus et le moins, eh bien le courant va aller dans ce sens-là. Donc là, on a deux solutions. Soit on le flèche dans le mauvais sens, le courant, je dirais, et dans ce cas-là, il faut s'attendre à avoir un courant négatif. Soit on le flèche dans le sens réel. Ce que je vous conseille de faire, je vais même vous imposer de le faire dans le cas des résistances, comme ça. Et on parlera du courant liquide, normalement, doit être positif, dans ce cas-là, puisqu'il va descendre des potentiels. La valeur de la résistance, on va la noter R. Et là, déjà, il faut comprendre que plus cette valeur est élevée, plus la résistance va résister au passage du courant. Comprenez, plus la résistance est élevée, moins la résistance sera conductrice. Plus le courant aura de difficulté à traverser la résistance. Voilà. Donc, si on pousse à l'extrême, c'est-à-dire qu'on va vers une résistance infinie, ça veut dire que le courant ne peut pas passer de là à là. C'est-à-dire que vous avez un isolant entre les deux.
Et réciproquement, quand la résistance est faible, eh bien, on considère que la résistance est le meilleur conducteur, et si elle est nulle, ça veut dire que le courant peut circuler sans aucune résistance. C'est le cas des conducteurs parfaits que sont les fils électriques. Un fil électrique, on peut considérer que c'est une résistance de valeur nulle. Non, c'est bon, j'ai répondu tout à l'heure. C'était ça la question? Oui. Parfait. Alors, là j'ai dit pas mal de choses et je suis resté qualitatif. Donc dans les résistances, eh bien, le courant qui circule va dépendre de la tension appliquée. Plus on mettra de tension, plus il y aura de courant qui va traverser. Et le courant sera même proportionnel à la tension. C'est-à-dire que dans une résistance, comme ça, eh bien, on écrira I égale proportionnel à U et inversement proportionnel à R. Vous retrouvez que plus U est grand, plus I sera grand. Vous retrouvez que plus R sera grand, plus I sera petit. Voilà. Si vous faites tendre R vers l'infini, eh bien, la limite ici tend vers 0, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de courant possible. On retrouve l'isolant. Alors cette relation est une relation qu'on va considérer comme étant instantanée. C'est-à-dire on applique la tension et tout de suite les charges se mettent en mouvement. Vous, ça vous dérange peut-être pas, mais du point de vue d'un mécanicien, c'est un contre... comment dire c'est une violation des lois de la mécanique. En mécanique, c'est pas possible qu'un objet acquiert de la vitesse instantanément. En électricité, on considère que c'est vrai parce que ce qui accélère pour prendre de la vitesse, ce sont les électrons. Les électrons sont des particules extrêmement légères, donc elles accélèrent extrêmement vite. Le temps d'accélération se calcule uniquement, on ne peut pas le mesurer, il se calcule et on obtient des temps plus petits que la picoseconde. Picoseconde, c'est extrêmement court, aucun appareil ici n'est capable de le mesurer. Les oscilloscopes, même quand ils vont très 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 vite, ils vont descendre à la nanoseconde. Picoseconde, c'est encore 1000 fois plus petit et des pouillèmes de pico. Le temps est inférieur au pico. Donc cette relation, elle est instantanée. Bon. Il faut la connaître sous ces trois formes. C'est-à-dire, si on retourne la formule, on peut écrire U égale RI, ou on peut écrire R égale U sur I. Voilà, les trois formes de la relation. Sous cette forme-là, on appelle ça la loi d'Ohm. On peut dire que ça aussi c'est la loi d'Ohm, etc. Elle porte un nom, on appelle ça la loi d'Ohm. Alors pourquoi on appelle ça la loi d'Ohm? Parce que la résistance, ça s'exprime en Ohm. Mais est-ce l'unité naturelle de la résistance? C'est-à-dire qu'en fait, cette formule nous dit que une résistance, en fait, ça ne devrait pas être en Ohm. L'unité, ça devrait être en volt par ampère. Eh bien, figurez-vous qu'en fait, l'ohm, c'est l'écriture compacte du volt par ampère. Un ohm, c'est un volt par ampère. Alors, j'attire votre attention sur le fait que cette loi, ces écritures-là, sont justes que si on flèche la tension et le courant comme ça. C'est-à-dire que si la flèche de courant est dans le sens inverse de la flèche de tension. Si jamais on avait fléché le courant dans l'autre sens, vous avez dit, ça va donner un I négatif. Ça veut dire que dans cette relation, pour qu'elle soit juste, il aurait fallu que je mette un moins ici. C'est possible, on peut le faire, mais moi je vais quasiment vous interdire de le faire. C'est-à-dire quand vous avez une résistance, vous allez être obligé de la flécher comme ça, en convention récepteur. Okay. Et vous écrivez comme ça, U égale RI, ou I égale U sur R, et vous mettrez des plus dans les formes. Hein, c'est idiot de flécher autrement et de se compliquer avec des moins dans les formes. Donc on le fera. Ce fléchage avec les deux flèches dans le sens opposé, c'est ce qu'on appelle une convention récepteur. Et ça convient aux résistances parce que, on dira tout à l'heure, les résistances ne peuvent que recevoir d'énergie. Et quand les deux flèches vont dans le même sens, ça existera, ça sera les conventions générales. Mais bon, on en parlera un petit peu plus tard. Aucune résistance peut écouler d'énergie. Ça sera que... ne peut fournir d'énergie électrique. Ça ne peut que recevoir de l'énergie. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait de cette énergie, la résistance? Elle la transforme en chaleur. Je vous expliquerai un peu ce que c'est que la chaleur aujourd'hui. Voilà. Quel est le rendement d'ailleurs d'une résistance quand elle convertit la puissance, l'énergie électrique en chaleur?
c'est 100%. 100%. Toute l'énergie électrique reçoit une résistance, ça part tout en chaleur. Donc si un jour il y a un vendeur de radiateur qui vous dit mon radiateur il est meilleur que celui du voisin parce qu'il a un meilleur rendement, c'est du pipeau. Tous les radiateurs ont un rendement de 100%. Oui, radiateur électrique. La résistance, ça transforme l'énergie en chaleur. Du coup, aussi, il y a quelque chose qui dit dans le circuit. Je ne veux pas mentir la tension. Ça ne bouge pas, mais la tension Non. Non. Je vais répondre à cette question, mais plus tard. On va le faire prévu, on va le faire. Pour le moment, je réponds pas. C'est écrit dans le cours, alors on va le mettre ici. Quand on veut calculer la résistance, notamment d'un fil électrique, qui est fait en cuivre, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que je raconte? Un fil électrique, je vous dis que ça avait une résistance. Ah, en fait, ça, c'est les fils idéaux. Mais les vrais fils, ils ont toujours une petite résistance électrique. Parce que le cuivre n'est pas un conducteur parfait. Alors ça existe, les conducteurs parfaits, c'est ce qu'on appelle des supraconducteurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Voilà, quand j'étais jeune, ça n'existait pas, parce qu'on ne les avait pas encore découverts. Maintenant, on sait en faire, et c'est très compliqué d'en faire, et surtout, ça ne fonctionne qu'à très basse température. Voilà, donc quand on veut mettre des supraconducteurs, ça coûte tellement cher de refroidir le système qu'on le fait, mais quand il y a vraiment besoin. Donc les conducteurs, le cuivre n'est pas un conducteur parfait, donc les fils de cuivre ont une résistance. Et pour la calculer, on utilise cette formule qui dit que la résistance est proportionnelle à la longueur du fil. Ça, on pourrait s'en douter. Inversement proportionnelle à sa section. C'est quoi la section d'un fil? Ouais, si vous prenez votre fil comme ça, vous sciez la scie à métaux, et la surface de cuivre que vous avez coupée, c'est la section. Okay. Généralement, c'est donné en millimètres carrés, mais dans cette formule, il faudra indiquer en mètres carrés. Ça sera en mètres, la longueur. Et ensuite, vous avez un coefficient ici qui dépend du matériau utilisé, coefficient qu'on appelle la résistivité. L'unité, il y a des ohms, des mètres et des mètres carrés dedans, c'est pas très important l'unité. Donc ça, c'est la résistivité. Voilà. Je ne l'écris pas parce que c'est dans votre poly. Et dans le poly, en haut de la page 1, vous avez juste pour comparer la résistivité du cuivre, qui est de 1,72 10-8, un ohm mètre en fait, l'unité. L'argent a une résistivité un peu plus faible. Ça veut dire quoi pour l'argent? Il conduit un peu plus. Résistivité plus faible égale meilleur conducteur. Et vous voyez que l'aluminium est à 2,82, c'est-à-dire quand même au-dessus du cuivre. Hein. Pas le double, mais pas loin. Donc l'aluminium, ça conduit moins bien que le cuivre. C'est quoi la matière qui a la résistivité la plus faible? L'argent, ça doit être... c'est peut-être l'argent. Je sais pas, tu regardes ça sur Wikipédia, peut-être l'or est meilleur, il y a platine et l'or peut-être qui sont devant, mais je suis pas sûr. C'est même pas sûr. Le platine, monsieur, c'est un alliage ou pas? Ah non, c'est encore plus. Ouais, ça vaut plus cher que l'or. Voilà. J'ai fini pour la résistance. Il y a des questions? D'autres questions? Allez, maintenant, on va faire on va parler de choses qui dépassent le cadre de l'électricité, qui sont absolument généraux dans toute la physique et même dans le monde qui nous entoure. Donc c'est les notions de puissance et d'énergie. Alors on va commencer par dire ce que c'est que la puissance par rapport à l'énergie. C'est le plus simple. Voilà. Ou peut-être commencer par les unités. Allez, on va commencer par ça, c'est encore plus simple. Moi je le passe. Alors la puissance. Est-ce que vous connaissez l'unité de la puissance? Ouais. Alors vous verrez que pareil, il faut se méfier des watts. Il y a une unité qui se cache derrière. Et l'énergie que je vais appeler E, ça s'exprime en... Voilà. Quand vous payez une facture d'électricité, une facture d'énergie, est-ce que c'est facturé en joules? La puissance, c'est en kilomètres. Pas la puissance de l'énergie. Alors c'est bizarre parce que watt c'est unité de puissance, wattheure, etc. Donc on va essayer de décrypter tout ça. Alors fondamentalement, la puissance est à l'énergie, ce que l'intensité du courant est à la charge électrique. Je vous ai largué. Hein.
Un joule est égal à 1 watt seconde. 1 watt Par seconde. Alors, je ne vais pas le définir comme ça. Un watt est Non, c'est juste ce que tu disais, mais on ne va pas le dire comme ça. Fondamentalement, vous vous souvenez que le courant, c'est le débit des charges. Et vous devez vous souvenir de ça. Eh bien, fondamentalement, la puissance, c'est le débit de l'énergie. D'accord? C'est le débit de l'énergie. Oui. Un watt est 1600 joules. Non. Les watts, c'est pas égal à des joules. Les watts, c'est la puissance. Les joules, c'est l'énergie. La puissance, c'est pas l'énergie, c'est le débit de l'énergie. On va quantifier ça. En fait, quand vous voulez quantifier le débit de l'eau, on avait dit on utilisera des mètres cubes par seconde. Le débit de l'énergie, ça sera des joules par seconde. Donc l'unité de l'énergie, pardon, j'ai dit l'énergie, l'unité de la puissance, qui est le débit. Donc la puissance, en fait, il y a une autre unité qui est le joule par seconde. Et en fait, c'est quoi le lien entre ces deux unités? En fait, 1 watt, c'est 1 joule par seconde. C'est l'écriture compacte de 1 joule par seconde. D'accord? Du coup, quelle est la relation mathématique entre l'énergie, la puissance et le temps? Eh bien, pour avoir l'énergie écoulée, je prends le débit de l'énergie en joules par seconde et je multiplie par le nombre de secondes. Bon, ensuite, ça, je peux retourner les trois manières habituelles, hein, c'est-à-dire on peut écrire E égale P sur T. Voilà. P égale E sur T, de façon étonnante. Ou, on peut faire T égale T, ça nous fait E sur T. Mais si vous retenez que l'énergie, c'est la puissance et le débit d'énergie, ou que la puissance en joule par seconde, ça c'est implicite. Par contre, ça, c'est valable, cette relation, seulement si P est constante, si le débit de l'énergie est constant. Si le débit de l'énergie n'est pas constante, qu'est-ce que ça change dans les formules? Eh bien, celle-là va rester valable, mais à condition de travailler sur un intervalle de temps infinitésimal. C'est-à-dire, on fera P fois dt, et ça sera une petite quantité d'énergie débitée. Pendant le petit intervalle de temps, tellement petit, de sorte que la puissance pourrait être considérée comme constante. Et donc, la puissance, eh bien, ça sera, dans ce cas-là, dE sur dt, ou autrement dit, la puissance, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. L'énergie écoulée par rapport au temps. Ça, c'est mathématiquement, c'est comme ça. Je vais vite parce qu'on a fait la même chose pour le courant électrique, en fait. Et ensuite, à partir de là, si on veut connaître la quantité d'énergie sur une grande période de temps, eh bien, on va sommer les petites quantités d'énergie. Et pour sommer les petites quantités d'énergie, eh bien, on remplacera ces petites quantités d'énergie par P de T fois dt. Et on sommera, donc on fera une somme intégrale de T0 à instant de départ à instant de fin. Voilà, donc ça c'est les formules qui permettent de faire le lien entre énergie et puissance. Monsieur, c'est quoi la dernière chose que vous avez marqué en gros? P est égal à C constant, non? Si P est égal à constant. Si P est constant. Si la puissance n'est pas constante, il faut utiliser les formules du bas. Oui. Donc, Oli, l'énergie, c'est noté W. Oui, parce que alors, on verra qu'il y a une forme d'énergie qu'on appelle le travail des forces, on va voir ça maintenant. Et le travail, en anglais, ça se dit work. Et donc les anglais, des fois, pour l'énergie, mettent W. Ok. Voilà, maintenant dans la formule E égale MC2, l'énergie, on la note. Alors justement, on vient de parler de puissance et d'énergie. Bon, la puissance c'est le débit de l'énergie. Mais pour bien maîtriser ça, il faut savoir ce que c'est que l'énergie. Donc je pose la question, je vous la pose. L'énergie, c'est quoi? C'est juste pour voir si quelqu'un a une idée. Alors, c'est comme ça que je vais le définir. Voilà. Vous savez ce que c'est le travail des forces? Bon. Alors, l'énergie, déjà, l'énergie, c'est une grandeur physique qui a tendance à se conserver. C'est pas qu'il y a tendance, c'est qu'il se conserve. C'est-à-dire que
l'énergie contenue dans l'univers tout entier, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, elle est constante, c'est tout le temps la même. D'accord? Donc quand il y a de l'énergie qui disparaît à un endroit, c'est forcément qu'elle s'est déplacée à un autre endroit, et le déplacement est caractérisé par un débit qu'on appelle la puissance. D'accord? Et l'énergie aussi peut passer d'une forme d'énergie à une autre forme d'énergie. Voilà, mais on va voir qu'elles sont toutes équivalentes. Et la première, historiquement, la première personne à avoir échafaudé une notion d'énergie, vous savez qui c'est? C'est Newton. Donc beaucoup de choses viennent de Newton, et avec ses lois de la mécanique, et notamment sa loi fondamentale de la mécanique, en faisant un peu de calcul mathématique, il a réussi à tomber sur une loi de conservation. Et c'est ce qui a donné naissance à l'énergie, au concept d'énergie. En fait, c'est une construction de la pensée, l'énergie. Je vais vous l'indiquer ce que c'est précisément. Effectivement, l'énergie, dans sa forme la plus basique, c'est une petite quantité d'énergie échangée entre deux objets. Et fondamentalement, c'est égal à ce qu'on appelle un petit travail des forces. Et ça, la définition du travail des forces, donc toi qui connais le travail des forces, c'est quoi la définition? Je sais pas. Alors on prend une force F, qui est vectorielle, donc on lui met une flèche, et on la multiplie par un vecteur dl. Que représente dl? Alors c'est une distance, c'est le vecteur déplacement du point d'application de la force. Je vais vous faire un petit schéma. J'ai un point, là, voilà, un objet, voilà, on va l'appeler l'objet là. Il subit une force. Mettons que cette force, c'est son poids, voilà. Comme ça. Et cet objet, pour raison X ou Y, il se déplace, c'est-à-dire que l'instant d'après, il se retrouve, mettons là. Eh bien, le vecteur déplacement entre ces deux positions, on va appeler ça dl. Si le déplacement est tout petit, on considérera qu'il est rectiligne. Comme il est infinitésimal, il est vraiment très petit. Et donc, si il est rectiligne, on peut le représenter par un vecteur. Et donc, l'énergie échangée entre ce corps A et puis celui qui exerce la force sur lui, en fait, c'est ça, eh bien, n'aura lieu que si l'objet, ou le point d'application de la force, se déplace. S'il n'y a pas de déplacement, déjà, il n'y a pas d'énergie. Et alors, en plus, il y a une petite subtilité. Ici, j'ai mis un rond. C'est quoi ce rond? Oui, c'est un produit scalaire. Vous savez à peu près comment ça marche, ce truc? C'est pour les vecteurs. C'est pour les vecteurs. Ouais, ça c'est deux vecteurs. Donc le produit scalaire, en fait, c'est égal à la force, au module de la force, c'est-à-dire à la valeur de la force en Newton, qui multiplie la longueur du déplacement, qui multiplie le cosinus de l'angle entre le déplacement et la force. C'est-à-dire cet angle linéaire. Ce travail des forces, il est nul si le déplacement est perpendiculaire à la force. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange d'énergie. Le vecteur rouge, c'est la force. Voilà. Par contre, si le dl est dans le sens de la force, alors là, le produit scalaire est positif, et là, le dE sera positif, c'est-à-dire que l'objet ici reçoit de l'énergie. Si jamais le dl est dans l'autre sens, d'accord, ça veut dire que l'objet va perdre de l'énergie. Et alors dans les lois de la mécanique, en faisant des calculs à partir de la relation fondamentale de la mécanique, eh bien Newton il montre que ça c'est égal à la variation d'une quantité qui vaut 1/2 de mv2. Donc c'est le calcul qui donne ça, et ça en physique on appelle ça l'énergie cinétique. Ce truc-là, ça dit quoi? Ça veut dire que s'il y a un F scalar dl positif, l'objet reçoit de l'énergie et la vitesse de cet objet va augmenter. Si ce terme augmente, c'est pas la masse qui augmente, c'est la vitesse. Si la force est dans le sens contraire du déplacement, l'objet va perdre de la vitesse. Voilà, c'est les lois de Newton qui disent ça. Quels sont les cas classiques quand vous conduisez une voiture où vous gagnez de l'énergie et quand est-ce que vous en perdez? Quand est-ce que la force est dans le sens du déplacement? Quand on accélère. C'est ça. Donc quand vous accélérez, la voiture reçoit de l'énergie fournie par son moteur, en fait. Et quand vous freinez, eh bien la force est dans le sens inverse du déplacement.
Et là, votre voiture perd d'énergie, elle perd de la vitesse. C'est quoi l'unité de l'énergie si on regarde cette formule-là? Ça c'est en newton, on est d'accord? Le déplacement, il est en mètres. Donc l'énergie, c'est en newton-mètre. Ah, mais quelle est la relation entre les joules et le newton-mètre? Ah, c'est la même chose. En fait, 1 joule, c'est l'écriture compacte de 1 newton. Une force de 1 newton qui se déplace par 1 mètre. Qui se déplace d'1 mètre. Pardon. Par exemple, je prends cette table. Je tire dessus. Là. Comme ça. Je tire, mais elle ne bouge pas. Même si je fais de gros efforts, tant qu'elle ne bouge pas, je n'ai fourni aucune énergie à cette table. Pour qu'elle reçoive de l'énergie de ma part, il faut que je l'active. D'accord. Et qu'en plus, j'obtienne un déplacement de la table. Là, j'ai déplacé la table, je lui ai fourni de l'énergie. Si cette table était sur des roulettes, qui roulent bien, ben en fait, elle aurait pris de la vitesse. D'accord. Et après, elle aurait continué sur son élan, s'il n'y a pas de frottement, elle garde sa vitesse. Ici, ça ne s'est pas produit. D'accord. Mais voilà, si j'étais sur roulette, l'énergie que je lui ai donnée, ce serait transformée en vitesse. Là, ça ne s'est pas produit. Donc, qu'est devenue l'énergie que j'ai fournie à cette table? Puisqu'elle n'a pas pu disparaître. Est-ce que vous avez une idée de... Oui, ça a produit de la chaleur. Comment ça? Ouais, au niveau des pieds. Voilà. Donc, c'est pas le jour pour faire ça, mais vous prenez vos mains, là, et si vous frottez, plus vous frottez vite et fort, et plus vous aurez de chaleur. Et en fait, c'est ce qui se passe au niveau des pieds. Et donc, ça dégage de la chaleur au niveau des pieds par frottement. Et la chaleur, vous savez ce que c'est au niveau microscopique? Oui, c'est de l'agitation moléculaire. Donc, c'est de la vitesse. Donc, en fait, la chaleur, c'est de l'énergie cinétique, mais on ne la voit pas parce qu'elle est au niveau microscopique. Donc, la chaleur, c'est de l'énergie cinétique microscopique. Mais en fait, cette relation fonctionne toujours. Que ce soit microscopique ou macroscopique. Voilà, donc maintenant vous commencez à cerner ce que c'est que l'énergie, un peu mieux. Voilà, et ça c'est fondamental dans toutes les théories de la physique, ça part de là. Voilà. Einstein, quand il fait ses calculs, il remet en cause les lois de Newton, il refait la démonstration. Au lieu de trouver un demi de V2 ici, eh bien, il va trouver un demi, il va trouver MC2. M la masse et C la vitesse linéaire. Sauf que dans son calcul, lui, la masse elle varie avec la vitesse. Un peu. Donc ça vient plus de cet endroit. Alors maintenant, oui. Alors on va convertir ça. Maintenant qu'on sait ce que c'est que l'énergie mécanique, dans la forme mécanique, eh bien on va passer à la puissance. La puissance mécanique, c'est quoi? C'est le débit d'énergie. Donc c'est dE sur dt. Et dE, par le travail des forces, c'est F scalaire dl. Donc tout divisé par dt. Ensuite, propriété du produit scalaire. Quand F scalaire est divisé par dt, ça revient soit diviser F par dt, soit diviser dl par dt. Alors on va mettre le dl avec le dt parce que les deux sont infinitésimaux, donc ils vont ensemble. F que multiplie dl sur dt. Et dl sur dt, c'est quoi comme notion physique? C'est le vecteur vitesse. Ça s'appelle le vecteur vitesse. Donc la puissance en mécanique, c'est la force que multiplie la vitesse. Ça, c'est assez important. Tous ces trucs-là, en fait, ça va vous servir dans tous les domaines de la physique. Voilà. Et ensuite, eh bien, maintenant, on va passer à la puissance en électricité. Et quand on calcule la puissance en électricité, ben, en fait, on part des lois de la mécanique. Et on fait la force que multiplie la vitesse des charges. La force qui s'exerce sur les charges électriques que multiplie la vitesse des charges. Voilà.
seulement calculer la force qui s'exerce sur les charges électriques, eh bien, on ne sait pas le faire. C'est-à-dire que ça se fait, la force va dépendre de la tension, vous vous souvenez? C'est la tension qui engendre les forces, qui mettent les charges en mouvement. Mais je vous dis que la relation mathématique entre la tension et la force, on ne l'aborderait pas. D'accord? Donc on ne l'aborde pas, mais c'est pas grave, vous retenez que quelque part en électricité, la force va correspondre à la tension. Et la vitesse des charges, bah, même si ce n'est pas rigoureusement équivalent, vous êtes sûr que si la vitesse est nulle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement de charge, le courant sera nul. Et donc pour qu'il y ait du courant, ben, il faut que les charges puissent se déplacer. Et a priori, plus elles vont vite, pour une section, une quantité de charge donnée, plus elles vont vite, plus ça fera de courant. Donc pour vous dire, à partir des lois de la mécanique, eh bien, on arrive à démontrer en électricité que la puissance s'obtient en multipliant la tension par le courant. Et là, on envoie des ampères dans la tension et en volts, et ça permet d'avoir directement des watts. Alors attention, cependant, attention, je vais reprendre le cas de la résistance. On va prendre le cas de la résistance. On prend un U positif. Voilà. Si le U est positif, j'ai plus là, le moins là, ça veut dire que les forces qui s'exercent sur les charges électriques, elles les poussent dans ce sens-là. D'accord? Et si on est dans une résistance, bah, les charges vont aller dans le sens de la force. D'accord? Donc le déplacement est dans le sens de la force, donc ça veut dire que les charges électriques reçoivent de l'énergie. Et ces forces électriques, en fait, ces charges électriques, elles devraient accélérer, mais en fait dans la résistance, elles ne vont pas accélérer, parce qu'elles vont se cogner sur les atomes. En se déplaçant, elles vont se cogner comme quand vous voulez vous déplacer dans une foule dense, hein, vous tapez sur des gens, etc. Vous ne pouvez pas aller prendre de la vitesse. Et par contre, en cognant sur les atomes, eh bien, ça va augmenter l'agitation de ces atomes. Ça va les faire vibrer un peu plus fort. Et donc, quand cette énergie qui est communiquée aux charges électriques, eh bien, ça va la transformer en énergie de vibration pour les atomes, c'est-à-dire en agitation moléculaire. Et donc, ça va se transformer en chaleur. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes comme ça, et que vous écrivez P égale UI, eh bien, ce que vous calculez, c'est une puissance électrique reçue par le dipôle. C'est-à-dire que le dipôle, là, il reçoit de la puissance électrique. Il en fait quoi? Si c'est une résistance, il la transforme en chaleur. Si c'est un moteur électrique, il la transforme en énergie mécanique. Si c'est une batterie, elle se recharge. Elle la stocke. D'accord? Mais, voilà. Si bien que ce truc-là, je vous l'ai déjà dit, quand vous avez des flèches qui sont en sens inverse, comme ça, on appellera ça une convention récepteur. Je ne vais pas effacer ça. Parce que, en fait, quand on flèche comme ça, c'est que le dipôle, si U et I sont positifs, eh bien une puissance positive sera un signe que le dipôle reçoit de l'énergie. Récepteur, parce que reçoit de l'énergie, si ce calcul donne un résultat positif. S'il donne un résultat négatif, ça veut dire que c'est faux. Voilà, c'est tout. Et il y aura parallèlement à ça, et on l'utilisera plutôt pour les générateurs. Donc un générateur, ça peut se représenter comme ça. Voilà. C'est les générateurs de tension qu'on représentera comme ça, c'est la norme américaine aussi. Les générateurs de tension, on en parlera un peu plus tard. Quand c'est comme ça, si je mets une tension positive ici, ça veut dire qu'il y a le plus ici et le moins ici. Par contre, le générateur, si vraiment il fournit de l'énergie électrique, eh bien le générateur, c'est comme la pompe, le courant va remonter les potentiels. Et donc, s'il est vraiment générateur, le courant sera comme ça. C'est-à-dire que pour le générateur, on va flécher la tension comme ça, et on va mettre le courant dans le même sens. Et quand on va calculer P égale UI, on a l'impression de calculer la même chose que tout à l'heure, mais en fait,
Là, ce qu'on va calculer, c'est la puissance électrique fournie au montage. Voilà. Et si jamais, en faisant ce calcul, on obtient un résultat négatif, par exemple parce que le courant est négatif, non, ça veut dire que le générateur, au lieu de fournir l'électricité, il en reçoit. Est-ce que c'est possible qu'un générateur reçoive pas de l'électricité, de l'énergie? Est-ce que c'est possible qu'un générateur reçoive de l'énergie? Ben oui, je vous prends le cas de la batterie. Hein, la batterie de voiture, hein, si elle débite du courant, elle fournit de l'énergie. Si le courant va dans le sens, elle se recharge. Dans un schéma électrique, si on met un générateur et d'autres dipôles, pour les dipôles, on va se mettre dans une convention récepteur, et pour le générateur, une convention générateur, ou on peut faire les deux dans la même Le truc de base, c'est si on pense que le dipôle il va recevoir de l'énergie, on flèche en convention récepteur. Si on pense qu'il va fournir de l'énergie, on flèche en convention générateur. Et si jamais on trouve un résultat négatif à la fin, c'est que notre hypothèse n'était pas bonne, c'est qu'il y a quelque chose, on croyait que ça allait fournir de l'énergie, puis finalement ça en reçoit. Par contre, pour les résistances, il n'y a pas d'ambiguïté. Une résistance ne peut que recevoir de l'énergie. Si un jour vous faites un calcul et vous trouvez une puissance reçue négative pour une résistance, c'est que vous avez fait faux. Ça, c'est sûr. Je n'ai pas bien compris la différence entre la convention générateur et la convention récepteur. Ce que ça change en fait. Ce que ça change, c'est que soit les flèches de courant et de tension sont dans le sens opposé, soit elles sont dans le même sens. Et ça change pour l'interprétation de ce qu'on calcule quand on fait P égale QI. Voilà, et puis pour les résistances, c'est important parce que sinon, si on n'a pas une convention récepteur, il ne faut pas écrire U égale RI, mais U égale moins RI. Tu vois, on a un peu tous les uns. Allez, on va finir. Ah non, il y a un petit truc. Alors, dans le cas d'une résistance, quand on calcule la puissance reçue par une résistance, on peut faire U fois I. Et vous vous souvenez que dans une résistance, on a aussi la loi d'Ohm qui s'applique, c'est-à-dire U égale RI. Bah, le U qui est ici, vous le remplacez là-dedans, et qu'est-ce que vous obtenez? P égale RI fois I, c'est-à-dire RI carré. Donc pour la résistance, c'est très rare qu'on utilise cette formule. On peut, hein, mais souvent on utilise celle-ci qui est plus autre. Et il y en a une deuxième, parce qu'en fait, le P égale UI, c'est toujours le même, mais le U égale RI, on peut l'écrire à l'envers aussi. On peut écrire U égale U sur R, et cette fois c'est le I que je remplace là-dedans. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens P égale U fois U divisé par R. Dans les résistances, pour calculer les puissances, on a le droit de faire RI carré ou U au carré sur R. Allez, on va essayer de faire 3 exercices rapides. Je le fais en main. Déjà, j'ai parlé des kilowattheures. Et puis en fait, j'aimerais savoir combien il y a de joules dans un kilowattheure. Première question. Alors, on va faire ça tout simplement, et vous allez voir que pour répondre à cette question, il n'y a pas besoin de savoir par cœur. Il suffit de se souvenir que 1 watt, c'est 1 joule par seconde. D'ailleurs, ça tourne tout seul. Donc en fait, j'écris 1 kWh égal. Donc kilowatt, vous êtes d'accord, ça veut dire 1000 watts. Et l'heure, ça veut dire que ce débit de 1000 watts, puisque je vous rappelle que la puissance c'est un débit, eh bien ça dure 1 heure. D'accord? Mais effectivement, alors, les watts, c'est des joules par seconde, donc joules par seconde dans la place. Et puis 1 heure, eh bien, je pense que c'est un mystère pour personne. 1 heure, ça dure 3600 secondes. Donc si j'ai 1000 watts qui s'écoulent toutes les secondes, et bien pendant 3600 secondes, j'aurai le produit des deux, c'est-à-dire 3 600 000 joules. Donc dans 1 kWh, il y a beaucoup de joules. Est-ce que vous savez combien ça coûte 1 kWh? Allez, si c'est électrique, ça vaut à peu près 15 centimes d'euros. Si on achète dans du gaz, ça peut être 100 à 4 centimes. C'est kilowatt par. Non, c'est kilowattheure.
c'est des watts que multiplie plein de temps. Attention, c'est une grosse confusion ça. C'est des kilowatts heure, pas des kilowatts par heure. C'est vrai que dans le langage courant, quand on parle de vitesse, on dit des kilomètres heure. En fait, parce qu'on a la flemme de dire facteur, normalement c'est des kilomètres par heure. C'est des kilomètres divisés par les heures. Alors là, c'est des kilowatts multipliés par les heures. Alors, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, 15 centimes du kilowattheure? On va essayer de se rendre compte un peu de ça. On va faire un petit exercice. Là, j'ai une masse, là, un sac de ciment, par exemple, qui fait 50 kg. Je ne sais pas si vous avez déjà soulevé un sac de 50 kg. Je commence à faire transpirer rien que de le soulever. D'accord. Même, moi, je ne serais peut-être même pas capable. Ensuite, je prends une grue comme ça. J'attache à une ficelle. Et c'est une grue très très longue. Et je monte ce sac de 50 kg de 1000 mètres. Carrément. Okay. Je pourrais faire ça avec mes petites jambes. Vous êtes d'accord que ça va représenter un effort conséquent de faire ça avec ces petites jambes. Okay. Donc on va faire ça avec une grue. Et on va le monter de 1000 mètres. Voilà. On le monte de 1000 mètres. Voilà. Il part de là, puis il finit là, là, comme ça. Et là, il y a 1000 mètres. Voilà. Quelle énergie faut-il pour monter ce sac de 50 kg de 1000 mètres? Alors, comment on fait ça? Calcule son poids. Sa masse. Alors, son poids, il est, on est d'accord, il est. Sa masse, c'est 50 kg. Le poids qui en découle, c'est mg. C'est-à-dire. Masse à gravité. Poids gravité, on dit que la gravité, c'est 10. Okay. Donc, en fait, le poids, c'est une force de 500 newtons. Donc, pour pouvoir soulever, ça c'est le poids, et bien il faut que le fil ici il tire, mais avec une force, et dans le sens. Voilà, on va dire égal. Si c'est égal, il ne le montre pas, mais alors en fait, il faut mettre un peu plus de 500 newtons pour l'accélérer au départ. Ensuite, pour maintenir une vitesse constante, il faut laisser tout le temps 500 newtons. Et à la fin, pour l'arrêter, il faut mettre un peu moins de 500 newtons. En moyenne, t'inquiète pas, c'est comme si c'était 500 newtons. Le résultat sera même, ça je te garantis. Mais c'est vrai, ta remarque est pertinente. On s'en fout. Donc, non, mais c'est vrai, il a raison. Dans l'absolu, il est vrai. Ou alors, il faut le monter à une vitesse infiniment lente. En fait, il y a un truc qu'on ne peut pas faire ici, mais en physique, quand on déplace un objet dans le champ de gravitation, on démontre que l'énergie qu'il faut, ça ne dépend absolument pas de la vitesse à laquelle on monte. Et ça ne dépend absolument pas du chemin qu'on a fait pour monter. C'est-à-dire, soit on monte tout droit, soit on fait des zigzags, des machins, ce que tu veux. L'énergie ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Vous l'avez vu ça? Très bien. Très bien. Voilà. On dit que le poids est une force à circulation conservative. Ouais, c'est vrai. Ça dépend que du point de départ, que du point d'arrivée. Et pour calculer l'énergie, je vais utiliser la formule qui était là. Je vais faire la force qui multiplie le déplacement. Bon, le déplacement, il est comment? En fait, je faisais des petits déplacements, mais là, comme c'est tout rectiligne, on va pouvoir faire un gros déplacement, qu'on va appeler dl comme ça, qui fait 1000 mètres. La force et le déplacement sont dans le même sens, donc le produit scalaire, là, ça me donne 500 newtons, que multiplie 1000 mètres. Et ça fait donc 500 000 joules. Voilà la force, l'énergie qu'il faut, 500 000 joules. Est-ce que c'est beaucoup? Ben oui, parce que si on devait le faire à la main, ou avec ses petites jambes, et ben là, franchement, ce serait vraiment un effort colossal. Maintenant, si on fait ça au tarif de l'énergie dont on dispose actuellement, mais ça coûte combien de faire ça? Alors je fais 500 000 divisé par 3 600 000 pour savoir combien ça fait de kilowattheure, et ensuite je multiplie par le prix d'un kilowattheure, c'est-à-dire 0,15 €. Allez, combien ça fait ça? Ah, c'est 0,027, c'est ça? Je passe en 0,02
0, 8, 3, 3, 3, 3. Ouais, 0,002, 8, 0,28. Ah, vous avez un 0 en 3. Ouais, il y a un 0 en trop. C'est 0,2, 0,2. Et ben 0,1. Ah oui, pardon. Et après. Ouais, 8. C'est ça. Voilà. Vous voyez cet effort colossal au prix d'énergie d'aujourd'hui, finalement, ça coûte rien en fait. Hein? Ouais, en général, il vaut mieux donner 2 centimes. Voilà. Bon, et quand on n'avait pas cette énergie, je dirais, abondante et facile qu'on connaît aujourd'hui, comment on faisait pour monter des charges comme ça? Ouais, en fait, c'est du temps où il y avait des esclaves. Je laisse méditer ça avec la disparition de l'esclavage et l'apparition des machines à vapeur. Allez, donc ça c'était un petit exercice pour bien fixer. Ah, si on va peut-être. Si on va terminer, on va faire une autre question. Ce truc-là, cet effort-là, je vais le faire en 1 heure. D'accord? De quelle puissance j'ai besoin? Alors la puissance, c'est l'énergie divisée par. Divisé par le temps. Et bien l'énergie c'est 5000 joules, 500 000 joules. Et je vais diviser par 3600. Ça fait combien 5000 joules divisé par 3600? Je compte un peu sur vous là. 138,9. Tu dis 130? 138,9. 138. Et c'est quoi comme unité là? C'est bon? C'est ouais. C'est ouais. Des joules par seconde. Donc, pour faire cet effort-là, il faudra sur la grue, il faudra un moteur de 138 watts, et la grue, ça va lui prendre. Si on voulait faire ça, je sais pas moi, en 10 fois moins de temps, il va falloir un moteur 10 fois plus puissant. Etc. Voilà, donc ça vous permet d'avoir les ordres de grandeur un peu sur les puissances et les énergies. Allez, on va terminer par le premier exo du fascicule TD. Il y a un exercice d'électricité, cette fois. Voilà, je n'ai pas le temps de vous le laisser chercher, je vais le traiter. Pour la prochaine fois, avec la même méthode que celle d'aujourd'hui, vous chercherez l'exemple. Pour résoudre ce problème-là, qui consiste à calculer cette tension-là, BS, à partir de la connaissance du circuit, c'est-à-dire on connaît les deux résistances, je crois que celle-ci fait 6 kΩ et celle-ci 4 kΩ. Et ici on a un générateur de tension en entrée qui va imposer une différence de potentiel à ces bornes de 10 volts. C'est-à-dire que là, on aura le plus, on aura le moins, dû au sens de la flèche, et la tension positive qui est ici. Voilà. Et puis si on raisonne en potentiel, d'ailleurs, on peut dire si ici c'est le 0 volt, ben ici on aura du 10 volts. Donc l'objectif c'est de calculer VS. Et il y a plusieurs façons, on va apprendre à résoudre ces exercices de différentes manières, mais la manière la plus classique, c'est d'appliquer ce qu'on appelle la méthode générale d'analyse des circuits. Elle procède en 5 étapes. La première étape, c'est flécher les courants du circuit. Donc là, qu'est-ce qu'il y a comme courant possible dans le circuit? En vertu du tout ce qui rentre égale tout ce qui sort, là, il n'y a rien qui sort, parce que c'est une voie scientifique. Donc le courant, il peut soit tourner dans ce sens-là, soit tourner dans ce sens-là. À votre avis, il va tourner dans quel sens? Alors, il va aller du plus vers le moins dans les résistances, c'est sûr. Donc en fait, il va tourner comme ça. Il va descendre comme ça, et puis ensuite il va.
Alors, normalement, j'aurais pu mettre qu'une seule flèche, mais pour bien insister, là, je mets des flèches partout, et en vertu de tout ce qui entre égal à tout ce qui sort, et bien, on a le même courant de partout. Une fois que vous avez fléché les courants, il faut flécher les tensions. Cette tension-là, je ne vais pas la flécher, elle est déjà fléchée. Est-ce qu'elle est en convention récepteur sur la résistance? Oui, c'est normal, puisqu'on avait bien intuité le sens du courant. La tension grande de cette résistance, je ne vous laisse pas le choix, on la flèche en convention récepteur. Et le générateur, il a déjà sa flèche là, j'en remets une juste pour enfoncer le double, en fait. On le flèche en général dans le même sens que sa flèche à lui. Une fois qu'on a fait ça, la troisième phase, donc, c'est d'écrire la loi des mailles. Ou des lois des mailles, s'il y a plusieurs mailles, mais là, ça va être là, parce qu'il n'y a qu'une seule maille. Donc la loi des mailles, ça va être quoi? Ça va dire VE égale cette tension plus cette tension. Donc si j'écris cette loi des mailles, ça va faire VE égale cette tension, je pourrais lui donner un nom, l'appeler VR. Mais je vais perdre du temps si je fais ça, je vais aller un peu plus vite. Je saute cette étape. Cette tension, je connais ma loi d'Ohm. Il n'y a pas à tortiller, c'est R1 fois I. Donc j'écris R1 fois I. Et l'autre tension, je ne vais pas l'appeler VS dans un premier temps, je vais l'appeler R2 fois I. Voilà, mais dans un coin de ma tête, je peux me souvenir que ça c'est VS. Quel est l'intérêt d'avoir écrit ça? Eh bien, dans cette équation-là, il n'y a qu'une inconnue. On ne cherchait pas directement, mais cette méthode elle est comme ça. Les premières inconnues qu'on trouve, ce sont les courants. Donc là, on a trouvé le courant, qui est la seule inconnue de l'équation. Je résous cette équation du premier degré. Donc qu'est-ce que je fais? Je commence par factoriser I, qui est dans les deux termes. Et ensuite, je retourne l'équation en sortant I, c'est-à-dire en divisant par R1 et R2. Voilà. Allez, au passage, on va faire une petite application numérique, même si ce n'est pas demandé. 10 volts divisé par 6000 ohms plus 4000, ça fait et bien ça fait 10 volts divisé par 10 000, et ça fait 1 millième, c'est-à-dire 0,001 ampères. Et si on met en milliampères, on obtiendra plutôt 1 milliampère. Et une fois qu'on a le courant, eh bien c'est très facile de calculer VS, il suffit de faire R2 fois I, de se souvenir qu'on a ici. Alors VS, on peut faire R2 fois I. Donc là, on fait 4000 fois 1 milliampère. Et ça nous fait 4 volts. Ou une autre façon de faire, on écrit VS égale R2 fois, et on remplace avec le I qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire VE sur R1 plus R2, égale R2 sur R1. Alors, ce que je fais là, c'est pas nécessaire, je fais la mise en forme. Voilà. Parce que ça et ça, c'est une formule qu'on va utiliser à tour de bras qui s'appelle la formule du pont diviseur de tension. Et vous, si vous appliquez ça, vous mettez les valeurs de résistance et vous allez retrouver 4 volts que l'on a mis au-dessus. Ce circuit, on appelle ça la formule du pont diviseur parce que ce circuit, c'est ce qu'on appelle un pont diviseur. Un pont diviseur, c'est deux résistances en série, c'est-à-dire traversées par le même courant, dont on connaît la tension au bord des deux. Et la tension en sortie du pont diviseur, c'est une fraction de la tension d'entrée. D'accord? C'est-à-dire ici, c'est 40%. Parce qu'il y a un rapport des résistances, enfin le pourcentage entre les tensions, c'est le pourcentage de cette résistance par rapport à la somme des deux. Typiquement, si on avait eu les deux mêmes résistances, on aurait eu combien pour BS? Si les deux résistances étaient identiques, 5 volts. Et ça aurait fait un pont diviseur par 2. Je divise la tension par 2. Ce pont diviseur, ce qu'on a vu là, ça fait partie des choses que M. Lassalle a donné pour le DS, c'est page 10 dans vos copies. On l'utilisera à cours de bras.
Pour la semaine prochaine, vous aurez un petit DS aussi. On clique dessus de monsieur Lassalle. C'est vrai que ça fait peut-être beaucoup de DS quand même. Mais ça serait dommage de le décaler. Petit DS la semaine prochaine. Il faut savoir dire que le courant est un débit. Que son unité c'est l'ampère, mais c'est aussi le coulomb par seconde. Que vérifie la loi des nœuds, tout ce qui rentre égale à tout ce qui sort, etc. Propriété. Les formules qui relient le courant et la charge électrique. Voilà. Il faut savoir dire ce que c'est que la tension, que c'est pas équivalent à la pression, mais à la différence de pression. Connaître la loi des mailles, savoir exprimer la loi des mailles. Voilà, pareil, connaître puissance, énergie, les unités, les relations, etc. Allez, votre seconde.